Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro spécial de questions d'actualité. L'actualité, c'est bien la situation sécuritaire avec ce constat. Le Mali est aujourd'hui confronté à une recrudescence d'attaques terroristes multiples sur le plan de la force armée, dans la désinformation et dans le ciblage d'objectifs économiques. Aidés des sponsors étatiques, l'objectif des terroristes est connu, faire régner la terreur et compliquer la tâche des FAMA en faisant croire aux populations que les terroristes contrôlent le terrain. C'est l'heure du sursaut. Nous allons donc aborder le thème lutte antiterroriste. Quelle synergie entre FAMA et population? Des questions se posent évidemment. Comment renforcer la synergie patriotique entre les populations à la résilience exemplaire et leurs vaillantes forces armées et de sécurité face aux défis sécuritaires? Quelles sont les meilleures pratiques en matière de lutte contre la désinformation orchestrée sur les réseaux sociaux et les médias internationaux? Quelle synergie entre les acteurs économiques et les institutions pour contrer la guerre économique imposée à notre pays? Pour en parler, nous avons fait appel à des analystes, spécialistes et journalistes. Il s'agit de Mme Diallo Aïssata Touré. Elle est membre du réseau des femmes ministres et parlementaires, REFAMP, troisième secrétaire du bureau. Bonsoir, Mme Diallo. Bonsoir, Sira. De Dr Ali Tunkara, il est sociologue, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Bonsoir, Dr Tunkara. Bonsoir, Mme Bachiri. Merci pour l'invitation. Merci. Et de Bandjougou Dante, il est le président de la Maison de la Presse du Mali. Bonsoir Bandjougou. Bonsoir Sira. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, on l'a dit, le terrorisme qui prend un nouveau visage au Mali, Bandjougou Dante, c'est celui économique aujourd'hui avec des convois qui sont attaqués, des citernes de carburant détruits, les FAMA se battent au quotidien. Quel est le tableau que vous dressez de la situation sécuritaire actuelle du Mali? Sira, je vous remercie beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez de nous exprimer sur l'actualité brûlante de notre pays. Mais avant, permettez-moi de rendre un hommage à toutes ces victimes civiles et militaires de cette crise que notre pays connaît depuis longtemps. Permettez-moi aussi de saluer la résilience de l'ensemble des Maliens et singulièrement des opérateurs économiques pendant ces moments difficiles. La situation que notre pays connaît aujourd'hui est une situation qui, à mon avis, est explicable. Dans un premier temps, la crise était appelée la question du Nord. De la crise du Nord est née une crise du centre. Et aujourd'hui, nous assistons pratiquement à ce que l'on peut même qualifier comme étant des grands banditismes isolés. Nous avons un pays extrêmement vaste, difficile à contrôler. Difficile à contrôler parce que nous avons un réseau routier qui est aussi très dense. Imaginez la distance entre Kaï et Gao, la distance entre Mopti et Bamako en passant par les zones de San et de Sekasso, c'est un pays qui est très vaste. Donc aujourd'hui, nous assistons à des attaques qui se font quotidiennement, qui touchent beaucoup d'objectifs. Auparavant, c'est des camps militaires qui étaient même saccagés. Ensuite, on a vu que des attaques étaient repoussées. Et on a vu aussi que nos forces armées et de sécurité ont même pris l'initiative d'aller à l'offensive. Mais aujourd'hui, quelques personnes sur des motos peuvent de manière coordonnée et simultanée attaquer différentes parties du pays. Donc à votre avis, au terrorisme aujourd'hui se greffe le grand banditisme qui Tout à ne dit fait. pas son nom. Tout à fait. Ça dit son nom parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est ni plus ni moins que du banditisme. Pour la bonne et simple raison que c'est des explications difficiles à donner. Aujourd'hui, nous assistons à une faiblesse du débat public. Les motivations qui sont avancées, les explications qui sont données ne sont pas du tout suffisantes et ne sont pas des explications convaincantes. Aujourd'hui, par exemple, quand on essaye de ne plus opposer les Maliens comme étant des religions différentes,
on ne les oppose plus comme étant d'ethnies différentes, mais on essaye de voir de quelle localité est telle ou telle personne. Comme s'il y a un Malien typiquement originaire d'une localité. On peut être d'une localité, mais avoir des ramifications dans d'autres localités. Il n'y a aucun Malien qui peut se dire 100% mopticien, 100% sicassois, 100% caésien. On est tout simplement malien. On est malien et on peut avoir des parents un peu partout, on peut se marier ailleurs. Et aujourd'hui, quand on essaie de réduire les débats publics à l'appartenance à une localité, je ne dirais même pas à une région, à une localité, ça c'est vraiment difficile à supporter. C'est une situation confuse et c'est une situation qui demande vraiment la responsabilité de tout le monde et qui demande le courage de la part de tout le monde. Et chaque acteur a un rôle très bien précis à y jouer. On va en venir tout à l'heure, le temps de faire réagir les autres invités. Alors, Madame Diallo, vous qui êtes du REFAMP aujourd'hui, femme ministre parlementaire, Bandjougou l'a dit tout à l'heure, c'est un terrorisme qui a changé de visage. Avant, on parlait du nord. Aujourd'hui, c'est l'ouest, Kaï, qui est attaqué. Quelle est la stratégie, selon vous, de ces terroristes-là? Merci d'abord pour l'invitation. Ça fait plaisir de voir que les voix des femmes sont prises en compte chaque fois qu'il y a des situations aussi difficiles ou compliquées qui se présentent au niveau du pays. En termes de stratégie, on ne peut pas dire exactement quelle est la stratégie. Quel est l'objectif visé à travers toutes ces attaques? Mais comme l'a dit M. Dante, je pense que, c'est semer la terreur, c'est maintenir une certaine confusion et une ambiguïté au niveau des populations pour qu'on ne puisse pas se retrouver. Parce que le plus difficile dans cette situation, c'est comment faire la part des choses. Les informations qui circulent, quelle est la bonne information? Les acteurs qui interviennent, quels sont les acteurs qui sont au niveau positif et quels sont ceux qui peuvent impacter négativement, dans la mesure où on voit que les gens, des bons citoyens en pleine journée, se muent en terroristes la nuit. La journée, vous causez avec quelqu'un qui participe à la vie de la communauté et la nuit, la personne se transforme en terroriste pour rejoindre d'autres groupes pour venir attaquer les forces présentes sur place. Donc c'est très très difficile de faire la part des choses. Pendant qu'on les croit citoyens. Absolument. Et la journée, ils va qu'à leur occupation habituelle, normale, entre guillemets, mais la nuit, ils peuvent se transformer en autre chose et causer du tort au pays. Comme il l'a dit, je crois qu'on doit dépasser le problème de personne pour vraiment considérer la nation, considérer la patrie, voir le pays. Et surtout penser à qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. Et je crois que toutes les actions, toutes les initiatives doivent aller dans ce sens. On va parler de ces initiatives à prendre pour faire face à ce que le Mali vit aujourd'hui. Alors, docteur Tounkara, on l'a dit, les réseaux sociaux s'enflamment aujourd'hui. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Toutes les informations sont données sur les réseaux sociaux. Citoyens lambda, on se fie aux premières informations qu'on nous donne sur notre pays. Et quand on parle de son pays, on est tout oui forcément. Est-ce qu'on peut déjouer ce piège, à votre avis? Merci pour la question. Juste rapidement pour comprendre un peu la configuration qu'a pris aujourd'hui le terrorisme, notamment dans les localités comme Sikasso et Kaï. On peut la comprendre, cette reconfiguration, à partir de deux éléments majeurs rapidement. Le premier élément, si vous regardez avec une attention particulière du départ de la mission onisienne au Mali à aujourd'hui, nous avons assisté à une reprise de l'ensemble des enseignes de la mission par l'armée malienne. De cette reprise aussi, cela a été accompagné par la destruction d'un nombre important des quartiers généraux de groupes radicaux violents dans les localités dites centre ainsi que celles dites nord du Mali. De cette destruction des quartiers généraux, il y a ce qu'on appelle une sorte d'enveloppement stratégique. Les groupes radicaux violents vont plutôt se diriger vers des localités
qui n'ont pas forcément une présence militaire aussi aboutie qu'elles le sont, les régions du Nord et celles du Centre. Donc c'est du point de vue analytique, c'est vrai, ça fait plus peur du point de vue psychologique, ça fait peur en termes de mobilité des populations, mais lorsqu'on analyse à fond, c'est aussi un témoignage éloquent d'affaiblissement de ces groupes radicaux violents, notamment dans des zones anciennement connues comme des localités hostiles en termes de présence de groupes radicaux violents. Donc maintenant, s'agissant de l'usage des réseaux sociaux, notamment en termes de désinformation, de mésinformation et même de l'instrumentalisation des faits, il est important de comprendre que une des armes les plus redoutables aujourd'hui de la part de groupes radicaux violents, c'est d'user les mêmes moyens utilisés par les communautés également. On sait aujourd'hui qu'on soit lettré ou pas, qu'on soit dans un environnement infesté par l'insécurité liée au terrorisme ou pas, tout Malien, homme et femme, est aujourd'hui enclin à consommer ces réseaux sociaux. Donc naturellement, on comprend aisément le pourquoi de s'être rué vers les réseaux sociaux de la part de ces groupes radicaux violents. Au-delà des groupes radicaux violents, n'oublions pas quand même que l'État du Mali, il est quand même confronté aussi à une certaine hostilité lorsqu'on interrogerait un certain nombre de pays de la sous-région. On sait pertinemment qu'un certain nombre de groupes radicaux violents ont pris comme quartiers généraux des localités comme la Mauritanie et l'Algérie. Dans le même temps, certains Maliens aussi, acteurs individuels, qui sont aussi hostiles au fonctionnement de l'État actuel, se trouveraient dans ces mêmes États également qui utilisent ces mêmes réseaux sociaux. Donc pour dire que d'autres acteurs non physiquement présents, mais sont aussi redoutables que sont les éléments de groupes radicaux violents qui sont physiquement présents dans ces différents environnements qu'on vient de décrire. Donc pour dire qu'il est extrêmement important qu'on comprenne que derrière les réseaux sociaux, des hommes et des femmes sont aussi engagés dans une guerre contre non seulement la marche qu'a pris l'armée malienne, mais dans le même temps à comment amener les populations à rejeter l'existence. Je pense que c'est une des finalités recherchées dans cette utilisation biaisée des réseaux sociaux à travers la désinformation, la mésinformation et surtout qui se font aujourd'hui dans les langues qui sont les plus parlées par les Maliens ou le couramment utilisé par les Maliens. Et ceux qui utilisent ces réseaux sociaux ne sont pas forcément installés au Mali ici? Nous avons des exemples tellement éloquents, même s'ils sont des Maliens, majoritairement ce sont des acteurs qui sont quand même hostiles à l'État du Mali et ils ne l'ont pas caché. Et ces acteurs bénéficieraient d'un soutien factuel de la part de ces pays d'accueil. Donc tout cela, il est important que les communautés comprennent qu'attention, on n'a pas à confondre l'élite au pouvoir à l'État-nation. L'élite au pouvoir est passagère, l'État-nation, il est permanent, il est infini. Le Mali reste demain. Le Mali reste toujours et que aucun pays ne peut se substituer à l'État du Mali pour soulager les souffrances des Maliens. Aucun acteur nourri de bonnes intentions soit-elle ne peut remplacer l'élite au pouvoir. Donc il est extrêmement important que cette distinction qu'elle soit faite par des populations, notamment celles qui vivent dans les localités aujourd'hui minées par ces actions terroristes. Président Bandjougou, spécialiste des questions de communication, on parle des réseaux sociaux aujourd'hui. Ces réseaux sociaux, tout se passe sur ces réseaux sociaux, toutes les manipulations possibles, des messages qui sont enregistrés au préalable, qui sont diffusés à des temps bien précis. Dites-nous, il est possible pour les citoyens de déceler le vrai du faux dans ce contexte actuel? Nous avons besoin d'une véritable éducation aux médias. Et les réseaux sociaux sont une opportunité. Mais cette opportunité peut être mal utilisée par ceux qui sont de mauvaise foi. Mais la souveraineté passe d'abord par cette souveraineté numérique. Il faut que nous soyons en mesure de savoir véritablement ce qui peut être toléré chez nous et ce qui ne peut pas être toléré. Il ne s'agit pas de mettre en place des mécanismes qui consistent à interpeller quotidiennement des citoyens qui se seraient exprimés sur tel ou tel sujet. Mais il est important que nous ayons une lecture claire du réseau social malien que nous voulons pour nous. Aujourd'hui, vous allez constater que
les informations qui sont démultipliées viennent des sources généralement anonymes. C'est des faux comptes qui sont créés et c'est à partir de ces faux comptes-là que les citoyens, dans son inconscience, se mettent à partager souvent sans le savoir. Sinon, ceux qui ont clairement exprimé leur volonté de soutenir une cause injuste ne peuvent pas convaincre. Mais aujourd'hui, on essaye d'enflammer les réseaux sociaux pour créer la psychose par des images sorties souvent de leur contexte, par des informations travaillées. Donc il est important vraiment que nous travaillions à faire en sorte que les citoyens soient mis au centre de l'action de communication de notre pays par le contrôle de l'espace numérique. Cet espace numérique, dans son contrôle, doit nous permettre de savoir qu'est-ce qui peut être toléré d'abord comme information. Qu'est-ce qui ne peut pas être toléré? Et nous l'avons dit plusieurs fois, cela passe nécessairement par l'établissement d'un cadre juridique concret et ne pas transformer tout le monde en donneur d'informations. Tout le monde a le droit de profiter des bienfaits de la révolution électronique en utilisant WhatsApp, en utilisant TikTok, en utilisant tous les autres logiciels dont nous disposions, mais le travail d'informer doit être vraiment réservé aux professionnels. Mais malheureusement, dans notre pays, nous avons encouragé beaucoup de personnes soutenir des gens à s'essayer dans un domaine dans lequel ils peuvent dire quelque chose et son contraire le lendemain. Et ils créent de l'audience, et l'audience créée, malheureusement, n'est pas utilisée à des fins qui aident le pays. Malheureusement, à des fins qui aident le pays. Donc, il est vraiment important que nous ayons un espace numérique assaini par un contrôle réel. Et ce contrôle passe nécessairement par la définition du rôle des uns et des autres, par les citoyens qui peuvent utiliser les médias sociaux pour s'informer, pour régler ces problèmes, mais se transformer en professionnel de l'information alors qu'on ne l'est pas, ça aide les terroristes dans son travail. D'accord, Madame Diallo, il n'y a pas d'allusion faite aujourd'hui aux prouesses des femmes, c'est fait exprès, c'est stratégique. Face à toutes ces informations-là, comment le citoyen doit réagir? Merci Sira. Au-delà de ce que M. Danté vient d'annoncer, le président Danté vient de dire qu'aujourd'hui on gère l'information avec, comment dire, la recherche du sensationnel. Tout le monde veut avoir de l'audience, tout le monde veut avoir de la visibilité. Donc comme il l'a dit, on peut dire les choses ou leur contraire. Maintenant, le rôle des femmes, à ce niveau, on ne va pas insister là-dessus parce que nous, naturellement, les femmes travaillent beaucoup plus dans la discrétion. En termes de visibilité, c'est vrai qu'il y a des actions concrètes qui se posent de temps en temps quand on veut faire des regroupements pour le soutien, quand on veut faire des regroupements pour une cause bien précise, pour une raison particulière, ça se fait. Maintenant, le travail de ces dames-là, de ces femmes, c'est comment soutenir en termes de stratégie, comment soutenir en termes de médiation, comment soutenir en termes d'influence pour que les populations puissent faire la part des choses, pour que les populations puissent comprendre à quel niveau se situe le danger, qu'est-ce qui peut nous être bénéfique et qu'est-ce qui peut nous causer du tort. Si une femme qui est établie dans sa famille, en zone au centre ou bien à Caille, au sud-est à Caille, bien établie chez elle dans son village, avec sa famille, ses revenus, et son système bien organisé dans son ménage, et pour un groupe de bandits qui vient attaquer, je ne veux pas dire de terroristes, je ne veux pas dire de djihadistes, parce qu'on ne sait même pas c'est quoi ces gens-là en réalité. Comme je l'ai dit, moi je vais sur la base de la confusion, parce que ce sont ces gens, c'est ceux qui profitent à ces gens-là, s'aimer la terreur sur la base de la confusion, venir faire sortir cette famille de son confort, de son niveau de vie, pour le faire ramener, le faire venir vivre dans une zone en tant que réfugié. Vous voyez ce que ça fait en termes d'impact. Maintenant, comment les femmes peuvent se fédérer pour aboutir à influencer la communauté, pour que les hommes puissent s'organiser et avoir une réponse appropriée à ces gens qui viennent. Comment s'organiser pour soutenir ces gens, nos femmes qui sont frères, nos fils, nos amis, nos papas,
pour qu'ils puissent faire face à ces groupes-là qui s'organisent pour eux. Et à ce niveau, on peut parler de renseignement humain qui est très important pour les forces armées aujourd'hui. En quoi nous pouvons être utiles à ce niveau? Les femmes sont en fait celles qui vivent le plus de temps au sein de la communauté, qui remarquent les moindres petites choses. Donc en termes d'information, en termes de renseignement, ce sont les premières à se rendre compte de l'anormalité d'une situation qui est provoquée au sein de la communauté. Donc ce sont ces femmes qui peuvent être les premières donneuses d'alerte. Pour dire attention, il y a une situation qui se pose, il y a un étranger qui vient d'accueillir, il y a telle situation qui n'est pas normale qui est en train de se produire dans telle zone. Il ne faut pas que la psychose ou la peur nous retiennent pour qu'on ne puisse pas donner ces informations-là. Il est extrêmement important que l'on puisse signaler les moindres petites anomalies pour qu'on puisse anticiper les choses. La population est très importante dans cette lutte contre le terrorisme. Tout à fait. Alors, docteur Tunkara, quelles sont les meilleures pratiques en matière de lutte contre la désinformation orchestrée sur les réseaux sociaux via les médias internationaux? En termes de bonnes pratiques, les populations comprennent d'abord qu'une information vraie soit telle, et du moment où elle pourrait contribuer à grossir les rangs de l'ennemi, on ne doit pas la partager. L'information, elle est vraiment vérifiée, elle relève du fait. Mais du moment où ça contribue à grossir les rangs de l'ennemi, on doit la retenir. Cela s'appelle la responsabilité citoyenne active. Cela s'appelle la pondération. On a vu même dans les grandes démocraties où des médias très sérieux ont fait des investigations sur les agissements des éléments de forces de défense de sécurité. Je pense en l'occurrence à l'armée américaine en Afghanistan, en Irak et même à toute la coalition de l'OTAN en Libye. Des informations étaient tout à fait bien collectées à travers des faits factuels, mais lesquelles les informations n'ont pas été diffusées non pas parce qu'elles sont fausses. Ces informations en son temps, si elles venaient à être diffusées, elles étaient en défaveur de ces acteurs que je viens de citer. Donc pour dire que tout Malien doit se dire qu'attention, partager la propagande de groupes radicaux violents, nous contribuons non seulement à les légitimer, mais dans le même temps, nous contribuons également à les renforcer dans leur forfaiture. Il est aussi important que la consommation qu'on fait effectivement des différents médias, qu'ils soient des médias de la place, notamment les radios de proximité, ou qu'ils soient même des médias non maliens ou non sahéliens, n'oublions pas que par ces médias, d'autres acteurs peuvent également saper le moral des troupes et même rendre très hypothéquée la cohésion sociale et le vivre ensemble. Je prends juste un exemple simple. Lorsqu'un forfait venait à être commis par un individu appartenant à la communauté X, en voulant partager ce forfait, si l'on vient à associer l'appartenance de cet individu X à son forfait, l'appartenance ethnique en l'occurrence, ou l'appartenance communautaire au forfait, naturellement, vous voyez que c'est fait à dessein. C'est pour justement rendre cette cohésion sociale davantage fragile. C'est pour la cohésion sociale. Exactement, c'est pour aussi opposer les communautés les unes contre les autres. Donc il est extrêmement important de comprendre que quand on a du mal à atteindre un état physiquement, on peut effectivement passer par des différents canaux, notamment les médias, pour le déstabiliser. Donc il ne faut pas que les gens voient uniquement les terroristes au prisme de leur présence physique. Et les terroristes sont aussi présents à travers ces différents médias, qu'ils soient classiques ou ces médias sociaux, mais surtout le fait que des informations sont orchestrées, manipulées, même, si vous voulez, instrumentalisées afin d'amener les populations
s'est révolté contre l'existence, s'est révolté contre l'élite au pouvoir, et de cette révolte contre l'élite au pouvoir, par ricochet, les groupes radicaux violents chercheraient comme finalité d'inverser l'ordre établi. Or, tout renversement de l'ordre établi, on va se retrouver dans une situation sécuritaire très chaotique. Tout dysfonctionnement de l'ordre établi aujourd'hui, qu'on aime ceux qui sont au pouvoir ou pas, la question de l'insécurité dans le contexte malien, elle va largement au-delà des individualités. C'est l'État-nation qui est même hypothéqué. Aucune organisation, aucun acteur, pertinent soit-il, ne peut se substituer à un État. Il faudra que les gens comprennent cela. Et les souffrances dont les populations pourraient justement se plaindre, notamment les questions d'accès à l'énergie, les questions d'accès à l'école, les questions d'accès à les services appelés essentiels. Tout à l'heure, dans le volet économique, le volet que j'ai appelé économique, nous allons donc aborder maintenant ce volet de cette guerre imposée au Mali. C'est un autre visage du terrorisme, nous l'avons dit, s'en prendre aux citoyens et les opérateurs économiques qui en payent les frais. Badjougou Dante, quel peut être le message derrière ces attaques? Bon, en réalité, l'objectif est connu. Il s'agit de bloquer les pays. Il s'agit de faire en sorte que un pays qui souffre déjà de plusieurs années de difficultés sécuritaires, un pays qui a rompu avec des partenaires traditionnels qui finançaient dans une certaine mesure son économie, ce pays qui s'est montré résilient, et il s'agit de faire en sorte qu'on soit incapable d'assurer les services sociaux de base pour engendrer, bien évidemment, l'effondrement de l'État. L'objectif est recherché, c'est ça. Ouais. Donc il est aujourd'hui important quand même que l'on fasse en sorte qu'on puisse protéger le peu de ressources économiques que le pays a et continuer à gérer pour satisfaire les besoins essentiels des populations. Mais aujourd'hui, si on essaye, malgré toutes ces difficultés, d'incendier les récoltes, priver les communautés de carburant, mais finalement, un humain ne peut pas se comporter comme ça envers d'autres humains. Ouais. On peut être contre un pouvoir, on peut être contre un régime, mais être contre des simples créatures de Dieu qui n'ont rien mérité ou qui n'ont rien fait pour subir de telles situations inexplicables. Est-ce qu'on peut être conscient, croyant et plonger un pays tout entier dans la famine et dans le désarroi? Et que devons-nous faire face à tout cela aujourd'hui? Les opérateurs économiques qui sont frappés par cette terreur aujourd'hui, les populations en payent les frais aussi. Qu'est-ce que nous devons faire face à tout cela? Aujourd'hui, chacun doit jouer son rôle. Et chacun doit continuer à jouer pleinement son rôle. Le premier rôle à jouer, c'est de renforcer l'unité de la nation. Le second rôle à jouer, c'est de faire en sorte qu'il y ait une véritable symbiose entre gouvernants et gouvernés. Que les Maliens comprennent que nous n'avons que ce pays et que nous devons tout faire pour protéger ce pays contre ceux qui ont opté pour sa disparition. Dans ce cas, il faut que chacun soit courageux et que chacun soit en mesure d'anticiper sur des situations qui peuvent nous ramener à la dérive. Il ne s'agit pas d'être complice tant par le comportement que par des actions de communication qui peuvent aider à nous mettre dans des situations inhumaines. Ceux qui se trompent, beaucoup pensent qu'il faut créer l'effondrement pour que l'on puisse réussir. Tu crées l'effondrement, tu ne sais pas si tu vas rester dans l'effondrement. Donc il est vraiment important quand même aujourd'hui que nous soutenions les forces armées et de sécurité, que l'ensemble des Maliens commencent à mettre tout en œuvre pour sécuriser ce que nous avons.
Chacun peut le faire par la bonne information, chacun peut le faire par le refus de participer à la propagande. D'accord. Madame Diallo, déstabiliser économiquement, ça profite à qui? Et qu'est-ce que nous pouvons faire face à ce problème-là? Que doit faire l'État? Que doivent faire les populations? Qu'est-ce que nous pouvons faire, grosso modo? Comme on l'a dit, la technique aujourd'hui, le but recherché, c'est d'asphyxier l'économie du pays. Si tout est à l'arrêt aujourd'hui, les femmes ne pourront plus faire de patrouille, les populations au-delà des grandes capitales ne pourront plus être protégées. Si on brûle les citernes, comme il l'a dit, on arrive à stopper l'économie, on n'a plus d'électricité. Les populations se plaignent du manque des services sociaux de base. C'est quelque part pousser les gens à la révolte. Donc cette compréhension-là, il faut que les gens aient cette compréhension que quel est le but recherché derrière toutes ces actions qui sont posées. Nous sommes à La Faya, nous sommes à Fana, nous sommes à tel endroit. Oui, nous savons que vous êtes là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous proposez en alternative? Rien, que la destruction, que la désolation. Chacun a sa part à jouer, a son rôle à jouer, comme il l'a dit. Chaque acteur, à son niveau, doit jouer sa partition. Nous, les femmes, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'agent d'influence? Parce que dans chaque famille, quand même, si vous avez une épouse, vous avez une maman, elle peut être en mesure d'assister, d'accompagner ou de conseiller ce qui se passe, sur ce qui se passe, sur ce qui se fait, et dans la famille, et dans le quartier, et dans le pays. Maintenant, pour faire ce travail, il faut une bonne information. L'information qui circule sur les réseaux sociaux, comme ils l'ont dit, les spécialistes en ont parlé, il y a la désinformation, il y a les informations manipulées. On a même des images de 2012 qui sont en train de sortir, d'être manipulées, qui reviennent en boucle encore. Maintenant, puisque le citoyen lambda, on va dire la majorité de nos gens n'ont pas la capacité de faire la part des choses, de faire le distinguo entre cette image, elle est récente ou bien elle est ancienne, mais les gens, il y a une partie de la population qui va forcément quand même se faire embobiner. Maintenant, il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, d'information pour préparer les esprits et puis dire aux gens, il faut faire attention. Et qui doit faire cette veille stratégique à votre avis? Comme on l'a dit, c'est un mécanisme qui doit se mettre en place. Aujourd'hui, de façon claire, on ne peut pas dire systématiquement c'est X ou Y. Mais il faut réfléchir, il faut porter la réflexion de ce pouvoir qui, parmi les acteurs, est à même de mieux faire ce travail. Faire ce travail qui peut-être ne va pas se résumer à un cadre strictement professionnel, qui peut réunir un certain nombre de compétences pour permettre de faire ce travail, pour atteindre l'objectif, qui est de faire une bonne sensibilisation pour que les gens puissent, chacun à son niveau, jouer sa partition, jouer son rôle, pour que, la résilience que nous avons toujours enregistrée, cela puisse continuer. Et deuxièmement, l'impact recherché par ces gens-là, qui ne puissent pas l'atteindre. Parce que c'est on est dans une situation extrêmement compliquée avec ce qui se passe actuellement. Donc il faut, comme il l'a dit, anticiper. Et pour faire ce travail d'anticipation-là, il faut ce mécanisme-là pour permettre de passer la bonne information, pour faciliter la prise de décision. Préparer les citoyens. La prise de décision au niveau approprié. Je pense que les femmes et les jeunes ont un grand rôle à jouer là. Très grand rôle. Alors, docteur Tunkara, quelle peut être la synergie d'action entre les pouvoirs publics, les institutions de la République, les opérateurs économiques en ces temps vraiment qui sont durs? La synergie, elle est tout à fait indispensable pour la survie même de l'État-nation. Mais avant cette synergie, il est extrêmement important que les gens comprennent que lorsqu'un pays est confronté par le terrorisme, le phénomène s'appelle le longtemps, et la lutte aussi est très coûteuse. De ce fait, les services essentiels vont être difficilement restés à hauteur de souhait. Dans aucun pays au monde où le terrorisme a sévi ou sévi, sommes-nous parvenus à prester convenablement, par exemple, des services comme l'éducation, la santé, l'accès à l'électricité. Ils ne sachent pas de préparer les gens à des sommes de sacrifices et de privations, mais ce sont des étapes qui sont indispensables à franchir lorsque sommes-nous guettés à ces phénomènes du terrorisme. Maintenant, comment trouver une articulation entre à la fois les opérateurs économiques, les populations, l'élite au pouvoir. Il me paraît important de circonscrire les phénomènes à partir
de contexte particulier. J'ai la ferme conviction que la recette qu'on peut proposer pour la région de Kayi serait différente de celle qu'on pourrait proposer pour toutes les localités de Nyono ou même d'Ansongo. De ce fait, il serait important, prime abord, que les communautés à la base non seulement continuent à fournir le renseignement humain dont vous avez marqué tantôt, parce que sans ces renseignements humains, quel que soit le niveau d'équipement de l'armée, quel que soit l'engagement des éléments de force de défense et de sécurité, il va être très difficile de mettre un terme à la nébuleuse terroriste. Mais dans le même temps, au-delà de cette fourniture de renseignements, il y a aussi la responsabilité des opérateurs économiques de ne pas succomber à cette frénésie sécuritaire. On sait pertinemment que dans une telle situation sécuritaire tendue, la conscience est chaotique, ce qui est normal. Mais de cette situation, de cette conscience chaotique, il est tout à fait aussi incompréhensible de succomber à la sirène de ce groupe radico-violent. Donc les opérateurs économiques, on comprend, on est aussi soucieux des pertes qui peuvent subir de la part de ces groupes radicaux violents, mais au-delà de cette frénésie, il est extrêmement important de reconnaître également tous les efforts que déploie l'État en termes de sécurisation des axes routiers, en termes justement de mobilisation des éléments de force de défense et de sécurité, afin que la mobilité puisse être tout à fait possible et puisse se faire également dans un environnement davantage sécurisé. Donc, qu'ils continuent à opérer comme ils le font d'ailleurs, mais surtout aux populations de se dire qu'attention, ne serait-ce que les actions ponctuelles qu'on vient d'assister, elles ne sont pas sans conséquences dans les jours, voire dans les semaines à venir, à la fois sur le coût du carburant, sur les produits de première nécessité, mais également sur l'énergie. Les axes aujourd'hui qui sont sabotés par ces groupes radicaux violents constituent la partie, si vous voulez, importante de l'économie nationale. Donc ne serait-ce que cette image que les groupes sont parvenus à partager, et laquelle image a quand même fini par avoir raison. C'est un certain nombre d'opérateurs économiques, c'est un certain nombre de populations. Alors, naturellement, les jours à venir, les semaines à venir vont forcément connaître des hausses par endroits relativement importantes quant à l'accès à des denrées de première nécessité, quant à la prestation d'un certain nombre de services sociaux de base. Donc tout cela, non pas parce qu'on est pour ou on est contre un régime, mais malheureusement ça fait partie de la lutte même, ça fait partie des stratégies. Vouloir ne pas les intégrer et penser qu'effectivement d'autres acteurs peuvent prémunir le pays de vivre cette situation, c'est de méconnaître le phénomène. Donc ça ne sert à rien de croire à des solutions toutes faites, ça ne sert à rien de croire à des raccourcis. C'est compris. Alors Dante, ça voudrait dire que nous devons être déjà préparés à la résilience, le peuple malien qui est déjà résilient, mais face à ces nombreuses crises, nous devons être préparés? Tout à fait, parce que déjà, quand on voit tout ce qui se passe, et quand on voit l'objectif recherché, les Maliens ont la culture de la résilience. Il s'agit de surtout travailler à préserver, comme je l'ai dit, l'unité nationale et à réfléchir sur ce que l'ennemi veut. Sur ce que l'ennemi veut. Il ne s'agit pas de donner ou de trouver des explications à la situation économique très difficile que nous connaissons déjà, mais il s'agit de faire en sorte que chaque Malien comprenne que déjà dans la difficulté que nous vivons, certains cherchent à nous enfoncer. Et que pour ça, tout le monde doit pouvoir apporter sa contribution pour que ça ne tombe pas. La pierre de l'édifice. Tout à fait, pour que ça ne tombe pas. Et là, c'est vraiment extrêmement important. Donc, ce n'est pas le moment de créer les doutes, de créer des tensions, de créer le désespoir qui peut amener les situations à porter un doigt accusateur sur X ou bien sur Y. Mais il s'agit de faire en sorte qu'on puisse ensemble contribuer à aider ceux qui assurent notre sécurité à mettre fin à cette pratique. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, l'on peut se demander que ce qui se passe entre Maliens, mais quelles revendications les gens portent pour
élargir la misère et la souffrance à tout le monde. Ouais. Quelle est la revendication qui peut être légitime, ou quelle revendication, quelle raison peut donner le droit à quelqu'un de semer le chaos parmi les populations les plus innocentes, brûler les récoltes et empêcher l'approvisionnement en carburant. Ouais. Pourquoi? Ça a étouffé l'économie tout de même. Alors, Madame Diallo, par rapport à cette question de résilience, nous devons être préparés comment? Préparés, comme on l'a dit, déjà, la situation est très compliquée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire si on est ravitaillé correctement en carburant. Déjà, ce manque à gagner, c'est la diminution de la quantité de carburant que nous connaissons, va impacter un certain nombre de services. Donc qu'on ne se dise pas, il va y avoir bien sûr des mécontentements, les gens vont être des mécontents, mais il faut qu'on intègre l'idée que ce n'est pas volontaire, c'est dû à une situation particulière qui existe. Maintenant, comment nous mettre ensemble, tous pour soutenir ces pans de mur qui nous restent de notre pays pour que ça ne s'effondre pas. Et pour cela, que ce soit les commerçants, comme on l'a dit, aujourd'hui, on peut penser que c'est eux qui souffrent le plus parce qu'en termes d'économie, c'est eux qui perdent de l'argent. Mais les populations aussi ont l'impact négatif. Comment faire pour que ces populations puissent remonter le moral à ces commerçants? Ces commerçants puissent avoir confiance à ces militaires, ces femmes qui risquent leur vie en escortant leur cargaison de carburant. Et que les populations acceptent que cette situation n'est due ni aux commerçants, si demain il y a hausse, pour dire qu'ils font de l'inflation, non. Que ce n'est pas dû aux femmes qui ne font pas correctement leur travail, parce que c'est la situation sur le terrain qui le vaut. Maintenant, nous, à notre niveau, en tant que population, comment on peut jouer pour atténuer le coût en accompagnant les femmes, comme on l'a dit, en renseignement, parce qu'on ne peut pas traverser 300 ou 400 km sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse donner la bonne information, qui puisse dire, donner exactement pour dire, attention, on a vu une colonne de... Et qu'au niveau des femmes aussi, quand on donne les informations, que ça soit vérifié, que ça ne se limite pas en cours de route en disant que peut-être ce sont les farfelus qui nous donnent des informations. Alors, quand vous avez la moindre petite information, que ça soit vérifié pour voir... Et pour cela, il faut qu'il y ait cette confiance entre les forces armées et les populations. C'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de donner tous les détails des opérations, mais il faut donner l'essentiel pour aider les gens à nous aider tous pour qu'on puisse soutenir ce pays. Tout à fait. Alors, on va aborder le volet cohésion sociale maintenant. Face au terrorisme, la cohésion sociale s'impose. C'est le Mali qui compte, nous l'avons dit tout à l'heure. L'heure du sursaut a sonné pour la sauvegarde de la patrie. Le monde a les projecteurs sur le Mali aujourd'hui, au centre de tous les médias qui, pour défendre ses intérêts et qui, pour se donner la primeur de certaines informations et d'autres qui en créent à des fins bien précises. La situation sécuritaire au Mali a donné de la matière aux médias. Docteur Tunkara, je vais me tourner vers vous, sociologue. Tout à l'heure, on parlait de ces leaders religieux, de ces chefs coutumiers qui peuvent être très importants dans cette lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Quel rôle ils peuvent jouer pour la stabilité du Mali? Merci pour la question. Je pense que lorsque les événements débordent les cas des accoutumiers et les solutions traditionnelles, il est important qu'on interroge les terroirs, qu'on interroge les aides culturelles. Pour les cas des autorités coutumières ou légitimités traditionnelles, celles-ci ont pas mal de mécanismes qui, par endroits, pourraient contribuer à aplanir cette situation délétère que vit le pays aujourd'hui. De ce fait, il est important aujourd'hui que les autorités coutumières, de concert avec l'État, réfléchissent par terroir, par aide culturelle, quelles sont les recettes qu'il reste
mobilisables, lesquelles recettes sont aussi pertinentes en termes de dialogue intracommunautaire. N'oublions pas que tous ces acteurs, qu'ils soient d'Al-Qaïda ou l'État islamique, appartiennent avant tout à une entité communautaire, à une entité familiale, laquelle entité, par moment, a posé son marqueur sur ces groupes radicaux violents. Donc ils ne sont pas du tout des acteurs ex nihilo qui seraient hors de toute considération ou toute configuration anthropologique. Donc il est important aujourd'hui que les communautés à la base réfléchissent à des mécanismes endogènes leur permettant non seulement de maintenir la cohésion sociale entre elles, mais surtout à comment à chercher tous ces réservoirs de recrutement. Parce qu'on a quand même constaté que dans certaines localités, des complicités font que malheureusement, les groupes arrivent à recruter massivement. Donc il faut redynamiser ces mécanismes endogènes, lesquels restent ceux qui sont surtout pertinents et légitimes. Maintenant, il y a aussi l'autre pan de ces acteurs qui sont les leaders religieux. Beaucoup de ces actions violentes sont aujourd'hui perpétrées au nom du référentiel musulman. Quelle pourrait être aujourd'hui la place et le rôle que pourraient occuper tous ces leaders religieux qu'a le Mali? Je pense en l'occurrence à des instances comme le Haut Conseil islamique et même d'autres organisations fêtières religieuses qui peuvent aller tout également, ne serait-ce que mobiliser une cohorte de théologiens qui vont non seulement construire des discours permettant de déconstruire l'action violente au nom du référentiel musulman, mais dans le même temps de jeter cette offre de dialogue substantiel avec le groupe radicaux. Il faut rétablir ce dialogue social dont on a besoin aujourd'hui. Ce dialogue social, il est indispensable. Imaginons quelqu'un qui a la ferme conviction que le combat qu'il est en train de mener est fait au nom de Dieu. Vous voyez qu'il est difficile que l'armée arrive à mettre un terme à cela. Quelqu'un qui pense qu'il a le mandat justement de propager l'islam. Vous voyez qu'il est difficile pour l'armée de mettre un terme irrévocable à son âge, d'où toute la pertinence également d'associer ces leaders religieux afin que ceux-ci puissent non seulement construire leur propre narratif, mais lequel narratif doit aussi à son tour déconstruire toutes ces actions violentes qui se font aujourd'hui au nom du référentiel musulman. Et en dernière instance, il est aussi de la responsabilité de l'État de faire en sorte que toutes ces initiatives qui sont menées ça et là, que celles-ci puissent justement s'inscrire dans un cadre formalisé. On a vu que dans certaines contrées, des accords locaux sont signés avec des groupes radicaux violents, lesquels accords, s'ils ne sont pas suivis avec l'État, vont permettre à ces groupes radicaux violents d'avoir une gouvernance indirecte. Donc ils n'auront même pas besoin d'avoir des éléments dans ces localités, mais non seulement ils vont avoir cette gouvernance indirecte, mais en même temps, le retour de l'État à travers les différents services, ça va être très compliqué lorsque ces différentes initiatives pertinentes soient-elles ne sont pas inscrites dans un cadre légal et dans un cadre formel. D'accord. Nous l'avons dit, Bandjougou Dante, la population, son rôle est très important dans la question de stabilisation du pays, dans la question de sécurisation. Une armée est forte quand elle sent son peuple derrière elle. Par quel acte nous pouvons être utiles à l'armée aujourd'hui dans ce contexte actuel? Bon, comprenons quand même que les militaires, il est avant tout les civils habillés. Ils sont issus de nous. Ils sont nos enfants, ils sont nos frères, et ce sont nos sœurs. Alors, il a fait le choix de mourir pour défendre l'autre. Il a besoin de notre accompagnement dans son travail quotidien. Donc, Madame l'a dit tout à l'heure, comment peut-on faire 200 à 300 km entre différents villages que personne ne soit à mesure d'identifier ceux qui sont prêts à brûler les récoltes, ceux qui sont prêts à incendier les véhicules et que personne ne soit là pour dénoncer. Là, et pourtant l'armée est issue du peuple. Donc, il ne faut pas qu'il y ait ces hiatus entre la population et son armée. Et l'armée, le narratif
que l'on essaie de développer, c'est de considérer les militaires comme étant un être extraordinaire venu d'ailleurs. Le militaire n'est pas venu d'ailleurs. Le militaire est issu de nos familles. C'est un membre de ma famille qui a fait le choix de défendre le pays, de porter la tenue, de mourir avant nous. Tout à fait. Donc, il ne faut pas le diaboliser. C'est le frère, c'est le parent qui n'a demandé juste qu'à être assisté dans son travail. Son travail qui lui permet de nous protéger. Donc la population, et même les militaires, quand ils terminent son travail, ils redeviennent civils. Donc il est important qu'il y ait vraiment cette symbiose entre l'armée et sa population. D'accord. Madame Diallo, j'aimerais vous entendre sur ce volet, cette cohésion sociale. L'armée, je l'ai dit, elle est forte quand elle sent son peuple derrière elle. En quoi nous pouvons être utiles à cette armée aujourd'hui et quel peut être le poids de la cohésion sociale dans la lutte contre le terrorisme? Les religions ont un grand rôle à jouer parce qu'on n'a pas attendu cette djihad ou ces djihadistes pour avoir l'islam chez nous. Le Mali était un pays bien islamisé avant. Maintenant, pour ce qui concerne la cohésion sociale, le dialogue est extrêmement important. Et je pense qu'on a les religieux en tant que tels, comme il l'a dit, il y a les différents regroupements, les différentes tendances. Je crois qu'on doit aller vraiment vers un dialogue approfondi. Un dialogue approfondi, des échanges pour nous permettre d'avoir une plateforme commune en termes de religion pour que les gens sachent de quoi il s'agit exactement. Aussi bien au niveau des villes, des grandes villes qu'au niveau rural. Pour qu'il n'y ait pas de confusion dans la tête des gens. Maintenant, il y a un système qui s'est installé. Ce système, c'est quoi? Le défaut d'information. Le défaut d'information ou le manque d'information, on va dire, ou l'insuffisance d'information, il suffit. Je pense que le terme approprié doit être parmi ces trois. Quand les populations au niveau de nos villages arrivent à faire brûler les récoltes, presque prêtes, c'est-à-dire demain on s'apprête à aller faire la récolte, ce soir ils vont mettre le feu pour des mois et des mois d'efforts des villageois. Combien est-ce que ça fait mal à nous autres, en termes d'autosuffisance, en termes de manque à gagner, en termes d'efforts envolés. Ensuite, quand tu vois quelqu'un qui a mis du temps à entretenir son troupeau et qui se dit demain après-demain je vais avoir de l'argent dessus et que ce troupeau soit entièrement volé au niveau du centre par exemple et qui viennent se retrouver au Dral de Kati, ça veut dire qu'il y a des réseaux informels qui sont là, qui sont connus mais qui ne sont pas dénoncés. Donc, qu'est-ce qui peut faire cela? C'est qu'il faut qu'il y ait vraiment une collaboration approfondie entre la population et les femmes pour qu'on soit en mesure de donner les informations, mais sans identifier les informateurs. Parce que ça aussi, c'est un risque pour les gens qui peuvent donner des informations. Ça aussi, c'est la cause de la frayeur au sein de la population qui ne donnent pas les bonnes informations ou qui ne donnent même pas les informations. Parce qu'ils se disent, si on donne les informations, demain après-demain, on viendra nous tuer. Et ça, c'est déjà passé. Donc, il faut qu'on arrive à mettre en place un système qui puisse permettre à la population de fournir la bonne information aux femmes pour que les différents réseaux qui existent puissent être cassés et que la confiance puisse être rétablie entre les populations et les femmes. Je pense que c'est à ce prix et à ce seul prix que les choses peuvent changer et nous permettre d'avoir les retombées positives que nous voulons. D'accord. Alors, Dr Ali Tounkara, est-ce que quelque part le Mali n'est pas victime de sa politique souverainiste aujourd'hui, à faire face à son destin, à prendre le taureau par ses cornes et de décider de sa propre politique et de sortir de l'ingérence extérieure? Est-ce que nous ne sommes pas victimes de cela aujourd'hui? C'est tout à fait compréhensible lorsqu'on veut s'autonomiser, lorsqu'on veut se soustraire du dictat de l'autre, que l'autre nous rende la vie à la limite intenable, voire insupportable. Ça fait partie de la réelle politique. Donc il n'y a rien d'étonnant quand vous écoutez les autorités maliennes, elles n'hésitent pas à toute prise de parole de les marteler pour dire que la marche suivie,
elle n'est pas sans conséquence en termes d'interférence, en termes de conspiration, en termes de complot contre les fondamentaux de l'État. Du moment où l'élite au pouvoir est consciente de cela, naturellement, il est aussi la responsabilité de chaque citoyen, citoyenne de comprendre que, effectivement, les mutations auxquelles nous faisons l'objet s'appellent de l'endurance, s'appelle justement de faire attention à ne pas tomber dans des pièges qui sont tendus parfois par des nationaux, lesquels nationaux, malheureusement certains, seraient à la solde des puissances autres que sahéliennes. Donc tout cela, ce ne sont pas des conspirations. Il y a des éléments factuels qui prouvent à suffisance que l'État est accueilli à tout bout de champ. On comprend aisément l'accueil chaleureux, réservé à des acteurs hostiles à l'État du Mali par un certain nombre de pays de la sous-région. On comprend aisément comment certains entrepreneurs de la violence aujourd'hui trouvent lieu de refuge dans un certain nombre de sociétés. Donc tout cela pour dire aux Maliens qu'ils doivent s'attendre justement à toutes ces conspirations. Maintenant, ce qui est grave, c'est de tomber dans ces pièges. Donc du moment où sommes-nous avertis que la marche amorcée demande des sacrifices, demande des privations, il n'y a, à mon entendement, il n'y a rien d'étonnant que voilà, des groupes continuent à s'attaquer au symbole de l'État. Il n'y a rien d'étonnant que des réseaux sociaux ou des médias, certains médias internationaux continuent à dénigrer le pays, même ensuite les populations se révolter contre l'élite au pouvoir. Donc tout cela fait partie justement des choix douloureux, souverains, entérinés par l'élite militaire au pouvoir, lesquels choix ne peuvent être effectifs que si seulement si ils venaient à être acceptés et partagés par un nombre important de Maliens, d'où le soutien populaire est indispensable pour que l'élite au pouvoir arrive justement à faire de ses rêves une réalité aujourd'hui. D'accord. Bandjoukou, le soutien du peuple est indéfectible à ce niveau. La marche doit continuer. Avec quels critères, à votre avis? On ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a des attaques par-ci, par-là. Non, mais en réalité, la situation actuelle doit nous amener à plus de prise de conscience, à plus de responsabilité. Nous n'avons pas de pays, nous n'irons nulle part. Quoi qu'il arrive, nous sommes Maliens, nous allons demeurer ici. Et c'est à nous de créer ensemble les conditions d'une bonne vie chez nous. Quel que soit ce qui arrive, nous devons les gérer chez nous. Nous n'irons pas ailleurs. Donc, dans ces conditions, nous ne pouvons pas encourager ou soutenir ceux qui ont fait le choix de l'effondrement du pays. Et c'est à l'ensemble des populations de se mettre ensemble pour sauver le pays, pour sauver le Mali, et faire en sorte que ceux qui opposent le mal soient démasqués, traqués, recherchés et punis. Tout à fait. Alors, Madame Diallo, quelles doivent être nos armes aujourd'hui face à cette guerre géostratégique? Le Mali est déjà sur un cap. Comme on l'a dit, il faut d'abord la cohésion sociale. La cohésion sociale est... On ne va pas dire jusque dans les détails, mais il faut un certain nombre de partage d'idées, de partage d'informations, pour que les gens sachent exactement pourquoi je dois faire ça. Pourquoi je dois m'engager sur cette voie? Et qu'est-ce que ça fait en termes de bien pour le pays? Ce que j'ai dit depuis le début du débat, c'est que ce n'est plus une question de personnes. Ça va au-delà des personnes. Il faut voir le pays. Il faut voir la postérité, ce que nous allons laisser à nos enfants. Nos parents, nos grands-parents se sont battus pour qu'on ait quelque chose. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de nous glorifier avec cela. On parle partout du Mali, on se tape la poitrine en disant le Mali, le Mali. Mais nous, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? C'est en faisant ces réflexions-là que nous allons poser les actes qui vont nous permettre de nous mettre ensemble, de travailler ensemble et d'aboutir à des résultats positifs pour des choses positives que nous pourrons laisser à nos enfants. Et cela ne peut pas se faire si les gens ne se comprennent pas, si les gens ne travaillent pas ensemble, si les gens ne regardent pas dans la même direction. Tout à fait.
aller ensemble est un impératif dans ce contexte précis. Nous allons parler en dernier point de paix et de stabilité, un impératif aussi pour un avenir radieux. Il arrivera au moment où les armes se tairont, évidemment, au grand bonheur des populations. Dr Ali Tounkara, et comment cette paix et cette stabilité peuvent se concrétiser? D'abord que les gens intègrent, non pas pour leur faire peur, la temporalité. Le terrorisme s'appelle le longtemps, c'est extrêmement important. Et si l'on ne le dit pas aux populations, on risque d'assister à des sentiments d'incapacité ou d'impuissance de la part de l'élite au pouvoir. Et maintenant, comment rendre la paix et la stabilité effective? Semble-t-il que chaque acteur, peu importe l'échelon à partir duquel il se trouverait, a un rôle à jouer. Quand on est conducteur de Sotrama ou de taxi, ne serait-ce que de porter la bonne information, la connaissance des éléments de force de défense et de sécurité et notre partition. Quand on est vendeur de baguettes, du pain, il est de notre responsabilité, lorsque des acteurs viennent subitement s'acheter des milliers ou des centaines de mèches de pain, qu'on remonte cela justement aux acteurs désignés à cet effet. De même également, quand on est parent et qu'on a des enfants, des neveux, des cousins qui sont enrôlés dans ce groupe radicaux violents, d'accepter de les dénoncer. L'insécurité liée au terrorisme n'a pas d'ethnie, n'a pas de religion, n'a pas de proximité. Lorsque nos proches enrôlés dans ces groupes radicaux violents sont touchés, c'est d'accepter qu'effectivement ce sont des entrepreneurs de la violence qui ont été neutralisés par l'État à travers l'armée. Mais vouloir à tout bout de champ, lorsque avons-nous des parents touchés, parler de violations des droits de l'homme, parler d'exactions, c'est justement d'assister les pays, assister à ses propres funérailles. Donc tout le monde a un rôle important à jouer. Et enfin, il y a aussi quand même de la responsabilité de l'élite, qu'elle soit militaire ou civile au pouvoir, de continuer non seulement à équiper l'armée, mais surtout à assurer le maillage du territoire par la prise en compte des singularités. Les efforts sont tout à fait loyables, mais peuvent être davantage soutenus en tenant compte du contexte. Or, l'impression qui est donnée aujourd'hui, les particularités propres au foyer de tension ne sont pas suffisamment associées à l'action militaire. D'accord. Alors, que doit faire l'armée? Que doit faire le pouvoir public et pour surmonter toutes ces tensions? Je pense que, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait une symbiose entre les pouvoirs publics et les populations en temps de crise. Il est effectivement important aussi que les pouvoirs publics communiquent bien. Il ne s'agit pas de développer la rumeur, se développer. Quand il y a absence d'informations officielles ou quand il y a retard dans la livraison de la bonne information, on ouvre la voie à la désinformation et à des interprétations de toutes sortes. Surtout quand certaines personnes s'autoproclament communicants du gouvernement, parlent, on a le sentiment que non, les dirigeants ne veulent pas parler, on parle par l'intermédiaire de telle ou telle personne ou à travers tel ou tel canal. Nous avons bien apprécié le dernier communiqué du SIGMA qui a montré clairement qu'il y a des voies officielles de diffusion de l'information gouvernementale, notamment SIGMA, ORTM, AMAP. Et ça montre quand même, dire pas bien évidemment, c'est des voies officielles, mais ces voies officielles doivent être réactives. Et l'information doit être aussi traitée à ces niveaux-là de manière coordonnée, de manière structurée, de manière véridique, à donner aux populations l'information concernant son pays. De façon prompte. Justement, c'est pourquoi je dis que le retard peut engendrer des interprétations diverses. Donc, il s'agit de donner l'information sur la situation de notre pays, en bien ou en mal. Nous en avons besoin.
Cette information doit être donnée aux populations avec la manière. La primeur est très importante. Cela est extrêmement important. Et si la source de l'information est souvent plus importante que l'information elle-même. Une information donnée par le gouvernement, par les pouvoirs publics, en temps réel, rassure les populations et crée déjà les sentiments patriotiques qui leur permettent d'accompagner cette information-là. Même si elle n'est pas une bonne information, le porteur de l'information peut aider à rassembler les populations autour de l'essentiel. Mais quand on tergiverse, ou quand les informations semblent contradictoires entre les différents acteurs de la chaîne d'information nationale, il y a problème. Comme il l'a dit, à l'instar des deux communicants, la communication est extrêmement importante. Il a dit qu'il faut être réactif, moi je dirais même qu'il faut être proactif. Parce qu'il y a à certains moments, comme il l'a dit, le terrorisme c'est une lutte de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose qui se gère du jour au lendemain. Il faut d'abord préparer la population à cela pour qu'on intègre le fait qu'on n'est pas dans une histoire de 2 ou 3 jours, 2 ou 3 mois, 2 ou 3 ans. C'est une guerre de longue haleine. On n'est pas dans une guerre conventionnelle où c'est deux armées qui se font face. On est dans un système où ce sont des gens, des fois, qui sont à bout de souffle, qui veulent faire des frappes juste pour impressionner. Et quand ça tape l'esprit des gens qui ont un certain niveau, ce qu'ils retiennent, c'est juste l'action qui a été posée. Maintenant, comment préparer les populations à recevoir ces informations-là quand ces actions se passent, à comprendre en réalité quel est le but recherché par ces personnes, des fois qui sont à bout de souffle, mais qui veulent tout simplement montrer qu'ils sont là, qu'ils existent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut préparer la population. La paix et la stabilité, comme vous l'avez dit, ça peut revenir. Mais il faut que la population sache que ce n'est pas dans l'immédiat et qu'elle a un rôle à jouer pour que ça puisse intervenir soit très vite, soit très lentement. Parce que c'est en fonction du niveau où on se met et en fonction des actions qu'on pose que les choses peuvent être améliorées ou les choses peuvent se détériorer. Donc il faut aussi que la population prenne compte elle-même de son importance dans ce système, ce dispositif qu'on nous a imposé, pour qu'elle puisse jouer un rôle positif pour nous permettre d'aboutir à des résultats, d'avoir des résultats positifs. Que les gens comprennent que les singularités, l'ethnie, la religion, l'appartenance géographique, tout cela doit s'inscrire dans l'État-nation. Donc l'État a une prééminence, c'est toutes les particularités. Ça, c'est extrêmement important. Et que l'on comprenne aussi que les services sociaux de base ne sont aucunement prestés dans le contexte malien à partir des référentiels communautaires, géographiques ou religieux. Donc naturellement, si souffrances doivent être soulagées, elles le sont au nom de l'ensemble des peuples maliens. Il peut y avoir des manquements dans la prestation de ces services sociaux de base, mais vouloir les étiqueter au nom du référentiel communautaire, au nom du référentiel religieux ou au nom du référentiel géographique, c'est justement d'opposer les communautés les unes aux autres. Et enfin, il est aussi la responsabilité de chaque Malien de se dire qu'attention, l'information, bonne soit-elle, du moment où sa diffusion grossit le rang de l'ennemi, au nom de ma responsabilité citoyenne, au nom, justement, si je suis un professionnel des médias, au nom de la pondération professionnelle, cette information n'est pas à diffuser. Et en dernière instance, les Maliens qui sont établis hors du pays, qu'ils soient en porte-à-faux avec si vous voulez, les textes du pays, ou qu'ils soient même contre l'élite au pouvoir, de ne pas confondre l'État-nation à des individus. Et les pays qui les accueillent aujourd'hui n'accepteront jamais que des citoyens se livrent à les dénigrer, que des citoyens, justement, se mettent dans des conspirations contre ces États. Donc il est extrêmement important qu'on continue à préserver l'État-nation, quelles que soient les circonstances, quels que soient les contextes, et qu'au bout du tunnel, l'espoir est permis. D'accord. Est-ce que vous avez envie de dire aux Maliens ce soir par rapport à cette situation? Je pense que ce que je voudrais vraiment dire, sincèrement, à nos compatriotes, chaque pays traverse des moments difficiles. C'est la capacité des citoyens de ce pays à se mettre ensemble, à apprécier les enjeux nationaux et internationaux, à comprendre le rôle historique que notre génération est appelée à jouer dans le Mali actuel,
que nous pouvons faire la différence en acceptant ce qui nous arrive, mais il ne faut pas rester là pour subir. Il s'agit d'apporter sa contribution à toutes les actions de dialogue, de réconciliation, d'information, de sensibilisation, en famille, dans les quartiers, dans la ville, pour qu'ensemble nous puissions sauver le pays. Ce n'est pas le moment de créer des situations de division encore. Nous souffrons déjà beaucoup. Et il est important que ceux qui sont au pouvoir arrivent à tenir un discours de rassemblement. Le rassemblement, c'est ce dont le Mali a aujourd'hui besoin. Et ensemble, il s'agit de combattre ceux qui ont décidé de nous détruire et de détruire notre pays. Parfait. Alors, Madame Diallo, vous allez boucler ce débat avec un message à l'endroit des femmes, à l'endroit des enfants, à l'endroit de toute la famille, de tout le Mali aujourd'hui. Merci beaucoup, Sira, pour cette opportunité. Que dire de plus? C'est le cœur de maman, le cœur de femme, le cœur d'épouse, le cœur de sœur, des femmes et de simples citoyens qui parlent aujourd'hui. Aucune personne ne veut voir son pays dans cet état. Nous avons souffert. Ce n'est pas une histoire de 2 jours. C'était, comme on l'a dit, la question du nord, ensuite la question du centre. Maintenant, ça s'est déplacé à l'ouest. Ce que nous voulons, c'est que tout un chacun, à son niveau, avec ce qu'il peut faire, à son niveau, du plus grand au plus petit, comme vous l'avez dit, des mamans dans les maisons, au papa dans les bureaux, dans les champs, dans les ateliers, que tout le monde puisse aller ensemble. Pas seulement les populations, mais aussi avec les pouvoirs publics. On n'a pas besoin de diviser. Le pays a besoin de tous ses fils en ce moment précis. Chacun à son niveau peut amener un petit plus. Et c'est ce petit plus qui, rassemblé, peut donner un grand plus. Donc, la prière de la maman, la prière de la sœur, la prière de la femme, c'est qu'aujourd'hui, que tout le monde puisse aller ensemble pour qu'on puisse sortir de cette situation. Parce que tant qu'on ne partage pas, tant qu'on n'a pas la même vision, on ne peut pas aboutir à des résultats que nous voulons. Merci. Merci à vous d'être passé sur ce plateau pour ces éclairages. Ce sont donc sur ces appels et ces messages d'espoir que se referme ce numéro spécial de questions d'actualité, un numéro consacré à la situation sécuritaire avec cette guerre économique imposée au Mali. Et nos invités étaient Mme Diallo Aïssata Touré, membre du réseau des femmes ministres parlementaires de Pampé, et Dr Ali Tonkara, sociologue, il est le directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, et Bandjougou Danté, il est le président de la Maison de la presse du Mali. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Retenez qu'unis, nous sommes plus forts. Bonne suite de programme sur OATM 1. Aywa anga ngana mena ngana anga chemine chew amana fenfe fo awi ka fenfe ke awi o beka do awla. Ceci est un appel de solidarité